Inspire, expire et recommence. Bonjour et bienvenue dans mon podcast Inspire, expire et recommence. Je vous remercie de votre présence et de votre écoute. Je m'appelle Laurent Soffiati et je suis comédien, coach, metteur en scène, auteur, marathonien, entre autres activités. J'ai eu envie de créer ce podcast pour partager mes respirations poétiques et littéraires, glanées tout au long de mon chemin artistique sur lequel je marche depuis maintenant 30 ans. J'aime physiquement lire à voix haute. J'aime faire résonner les mots et leur musicalité. J'aime être passeur de textes et par-dessus tout, partager ces moments de plaisir et d'émotion. C'est ma contribution engagée et sensible à notre monde. Et c'est ce que je partage aujourd'hui dans mes coachings, en accompagnant mes clients et en transmettant l'expérience de lire et de dire en public. Lire à voix haute, dire à voix haute et peut-être même vivre à voix haute. Les mots, la voix, le corps poétique qui nous aide à tenir debout, à rester debout, à savoir d'où l'on vient, à regarder devant soi, à regarder vers où l'on va, en inspirant, en expirant et en recommençant. Tout cela dans le plaisir, la sensibilité et l'engagement. J'ai reçu de nombreux commentaires et retours après la diffusion du premier épisode, que vous pouvez écouter ou réécouter sur toutes les plateformes de diffusion, et vraiment je vous en remercie infiniment. Poussés par le vent, nous avions commencé à marcher ensemble sur le chemin de mes respirations poétiques, et je m'étais arrêté à l'école primaire en évoquant l'instituteur-poète Audoin Prosper Estieux. Continuons donc, et débutons le deuxième épisode de Tout un poème par un autre écrivain, toujours originaire de l'Aude, Joseph Delteil, qui, en 1923, et en préface d'un de ses livres, a humblement et très efficacement écrit « L'art, c'est moi ». Il a aussi écrit une ode à la tomate, que j'aime particulièrement car elle me rappelle les moments où, le matin, avant d'aller à l'école, j'allais cueillir dans le jardin de mon père une tomate bien rouge et savoureuse. Au milieu des sillons, j'y mettais un peu de sel et je la dévorais avant de partir le ventre plein, retrouver mes camarades de classe. Dans le livre Choléra, aux éditions Grasset, de Joseph Delteil, Ô tomate. L'homme me servit des œufs à la poêle et des tranches de jambon. Quant à lui, il s'assit en face de moi, à la grosse table de chêne, et se mit à manger en désordre des tomates crues. Il les saisissait dans ses mains, les partageait en deux avec son coutelas, les saupoudrait de sel, de poivre, d'ail et de clous de girofle, et les avalait d'un trait. Il les préférait grosses, épaisses, à triple menton, toutes pâmées, toutes lourdes, comme des hanches. La chair des tomates est énorme et sensuelle. Elles sont humides de jus et d'humeurs écarlates, ivres de vinaigre et de sucre. Ô tomates mûres, vous êtes la joie du monde et la volupté des intestins. Votre chair âcre et molle et nourrissante comme des seins, rose comme les pubis. Sous une peau transparente, pareille à une paupière, vous cachez et tour à tour vous montrez une substance pure et pesante, une sorte de pâte mondiale, un éther rouge tout constellé de graines ou d'astres. Vous êtes des systèmes solaires, ô tomates, des systèmes solaires et des ventres de femmes et les cervelles de la terre. Vous recélez en vos flancs les rouges les plus épais et les pourpres les plus écarlates. Ô tomates cardinales, qui sentez le pape, le soleil et le mikado, tomates qui êtes l'essence et la bile du grand Pan, tomates qui avez la densité de l'or et le volume des cœurs, vous êtes autrement belle, autrement désirable qu'une âme. Ô tomates. Au collège, je fais mes premiers pas sur la scène du cinéma de la ville de Bram, qui s'appelait l'Idéal Cinéma. Je joue un conte en occitan et j'aime ces moments. 30 ans plus tard, en été, je passe à vélo devant la façade du cinéma où un panneau indique « Avis de démolition ». Dans l'instant, je décide d'appeler ma compagnie de théâtre la compagnie Idéal Cinéma, pour relier le passé au présent et en se projetant vers l'avenir. De belles créations suivront.
Puis après le collège vient l'adolescence et le lycée. Avec mon meilleur ami, je goûte les liquides interdits en révisant le bac, et l'on écoute Charles Baudelaire nous dire, dans les petits poèmes en prose, « Enivrez-vous ». Il faut être toujours ivre. Tout est là. C'est l'unique question. Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre, il faut vous enivrer sans trêve. Mais de quoi ? De vin, de poésie ou de vertu, à votre guise, mais enivrez-vous. Et si quelquefois, sur les marches d'un palais, sur l'herbe verte d'un fossé, vous vous réveillez, l'ivresse déjà diminuée ou disparue, demandez au vent, à la vague, à l'étoile, à l'oiseau, à l'horloge, à tout ce qui fuit, à tout ce qui gémit, à tout ce qui roule, à tout ce qui chante, à tout ce qui parle. Demandez quelle heure il est. Et le vent, la vague, l'étoile, l'oiseau, l'horloge vous répondront « Il est l'heure de s'enivrer ». Pour ne pas être les esclaves martyrisés du temps, enivrez-vous. Enivrez-vous sans cesse de vin, de poésie, de vertu, à votre guise. Au lycée, je rencontre surtout un professeur de philosophie et de théâtre, merveilleux, passionné, passionnant, qui m'ouvre à un monde qui peut être déjà frappé à ma porte. On joue Musset, Tchekhov, Alexandre Dumas. Un jour, j'entends dans une interview l'acteur Laurent Terzieff répondre à la question « Quelle est votre définition du théâtre ?» Et sa réponse, avec sa voix si singulière et musicale, « Le théâtre est une expérience collectivement vécue. C'est un miroir que l'on tend au public et qui reflète la vie des hommes à travers l'expérience du langage, à travers l'expérience toujours renouvelée du langage. » Je vis donc le théâtre de manière collective avec mes amis de lycée. Je découvre aussi la collection d'audiolivres qui s'appelait « Qui êtes-vous » ? Qui êtes-vous Jean Vilar ? Qui êtes-vous Gérard Philippe ? Et j'entends pour la première fois la trompette si célèbre qui retentit dans la cour d'honneur du Palais des Papes pendant le Festival d'Avignon. Et je découvre deux magnifiques acteurs. J'écoute sur des cassettes Jean Vilar et Gérard Philippe, chefs de troupe et vedettes. Et leur voix si reconnaissable et si musicale, leur voix résonne dans ma chambre. Je suis Philippe, je suis Vilar, la fougue et l'autorité, le ténor et la basse, l'amoureux et le père, le prince de Hombourg et Arthur Huy. Je suis Don Juan de Molière, je suis Lorenzaccio de Musset. Tout en courant, pour rejoindre mes entraînements de football, j'apprends mes textes. Comme le monologue célèbre de Don Juan de Molière, pièce créée à Paris en 1665. Dans l'acte 1, scène 2, Don Juan répond à Sganarelle qui critique son comportement de séducteur vis-à-vis des femmes. « Quoi ? Tu veux qu'on se lie à demeurer au premier objet qui nous prend ? Qu'on renonce au monde pour lui et qu'on n'ait plus Dieu pour personne ? La belle chose de vouloir se piquer d'un faux honneur d'être fidèle, de s'ensevelir pour toujours dans une passion et d'être mort dès sa jeunesse à toutes les autres beautés qui ne peuvent nous frapper les yeux. Non ? Non. La constance n'est bonne que pour des ridicules. Toutes les belles ont droit de nous charmer, et l'avantage d'être rencontrées la première ne doit point dérober aux autres les justes prétentions qu'elles ont toutes sur nos cœurs. Pour moi, la beauté me ravit, partout où je la trouve, et je cède facilement à cette douce violence dont elle nous entraîne. J'ai beau être engagé, l'amour que j'ai pour une belle n'engage point mon âme à faire injustice aux autres. Je conserve des yeux pour voir le mérite de toutes, et rends à chacune les hommages et les tributs où la nature nous oblige. Quoi qu'il en soit, je ne puis refuser mon cœur à tout ce que je vois d'aimable, et dès qu'un beau visage me le demande, si j'en avais 10 000, je les donnerais tous. Je décide donc à 17 ans d'être comédien, de partir à l'aventure. Après le lycée, je pars à Aix-en-Provence, je travaille au magnifique théâtre du Jeu de Paume, j'accueille des opéras, des opérettes, des pièces de boulevard.
Un jour, le théâtre programme Les Pêcheurs de perles de Charles Bizet, créé en 1863. Le prince Nadir, coureur des bois, chante sa romance pour sa princesse qui se prénomme si joliment Leïla. Ma grand-mère, passionnée d'opéra, m'a chanté 100 fois cet air. Je crois entendre encore, caché sous les palmiers, sa voix calme et sonore, comme un chant de ramier. Ô nuit enchanteresse, divin ravissement, ô souvenir charmant, folle ivresse, doux rêve. En 1997, je passe l'audition du concours d'entrée de l'École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre. Le jury me tend un texte que je dois lire directement, sans préparation. J'inspire, j'expire et je me lance. Ce texte est un extrait de la pièce Par les villages de l'auteur autrichien Peter Handke. C'est un dialogue entre deux personnages, mais écoutons peut-être l'universalité de ce texte qui me guide souvent et que j'aime partager dans mes accompagnements. Un des personnages dit à un autre « Joue le jeu, menace le travail encore plus. Ne sois pas le personnage principal. Cherche la confrontation, mais n'aie pas d'intention. Évite les arrière-pensées, ne tais rien. Sois doux et fort. Sois malin, interviens et méprise la victoire. N'observe pas, n'examine pas, mais reste prêt pour les signes, vigilant. Sois ébranlable, montre tes yeux, entraîne les autres dans ce qui est profond, prends soin de l'espace et considère chacun dans son image. Ne décide qu'enthousiasmer, échoue avec tranquillité. Surtout aie du temps et fais des détours. Laisse-toi distraire, mets-toi pour ainsi dire en congé. Ne néglige la voix d'aucun arbre, d'aucune eau. Entre où tu as envie et accorde-toi le soleil. Oublie ta famille, donne des forces aux inconnus, penche-toi sur les détails, pars où il n'y a personne, fous-toi du drame du destin, dédaigne le malheur, apaise le conflit de ton rire, mets-toi dans tes couleurs, sois dans ton droit, et que le bruit des feuilles devienne doux. Passe par les villages, je te suis. Je réussis le concours. J'étudie l'art dramatique, je joue, je rencontre d'autres étudiants qui deviendront mes amis, des pédagogues merveilleux et aussi des auteurs. La puissance du verbe, la liberté, la révolte, le souffle dont je parlais dans le premier épisode, je le retrouve chez le plus magnifique des personnages romantiques, dans une des plus belles pièces au monde pour moi, Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand. Quand le comte de Guiche lui propose de devenir son poète officiel, Cyrano refuse et dit « Non, merci ». Cyrano veut être libre, et Edmond Rostand écrit cette tirade tout aussi sublime que celle des nés, la tirade des non merci. Et que faudrait-il faire? Chercher un protecteur puissant, prendre un patron, et comme un lierre obscur qui circonvient un tronc et s'en fait un tuteur en lui léchant l'écorce, grimper par ruse, au lieu de s'élever par force? Non merci. Dédier, comme tous ils le font, des vers aux financiers, se changer en bouffon dans l'espoir vil de voir aux lèvres d'un ministre naître un sourire, enfin, qui ne soit pas sinistre? Non merci. Déjeuner chaque jour d'un crapaud, avoir un ventre usé par la marche, une peau qui plus vite à l'endroit des genoux devient sale, exécuter des tours de souplesse dorsale? Non, merci. D'une main flatter la chèvre au cou, cependant que de l'autre on arrose le chou, et d'honneur de saigner par désir de rhubarbe, avoir un encensoir toujours dans quelque barbe? Non merci. Se pousser de giron en giron, devenir un petit grand homme dans un rond, et naviguer avec des madrigaux pour rames, et dans ses voiles des soupirs de vieilles dames? Non merci. Chez le bon éditeur de Cercy, faire éditer ses vers en payant? Non merci.
Ça les faire nommer pape par les conciles, que dans les cabarets tiennent des imbéciles. Non, merci. Travailler à se construire un nom sur un sonnet, au lieu d'en faire d'autres. Non, merci. De découvrir du talent comme Azette, être terrorisé par de vagues gazettes et se dire sans cesse « Oh, pourvu que je sois dans les petits papiers du Mercure François !» Non, merci. Calculer, avoir peur, être blême, préférer faire une visite qu'un poème, rédiger des placés, se faire présenter, non merci. Non merci, non merci. Mais chanter, rêver, rire, passer, être seul, être libre, avoir l'œil qui regarde bien, la voix qui vibre. Mettre, quand il vous plaît, son feutre de travers, pour un oui, pour un non, se battre, ou faire un vers. Travailler sans souci de gloire ou de fortune, un tel voyage auquel on pense, dans la lune. N'écrire jamais rien qui de soi ne sortit, et modeste d'ailleurs se dire « Mon petit, sois satisfait des fleurs, des fruits, même des feuilles, si c'est dans ton jardin à toi que tu les cueilles. » Puis, s'il advient d'un peu triompher, par hasard, ne pas être obligé d'en rien rendre à César, vis-à-vis de soi-même, en garder le mérite. Bref, dédaignant d'être le lierre parasite, lors même qu'on n'est pas le chêne ou le tilleul, ne pas monter bien haut, peut-être, mais tout seul. Nous arrivons déjà à la fin de ce podcast, encore de belles respirations poétiques que j'ai eu plaisir à vous partager. J'espère que l'écoute vous en a été agréable. Merci à Timo Imbert pour l'habillage sonore. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un commentaire. Si vous souhaitez que je sois votre coach pour un accompagnement dans le plaisir de dire à haute voix, contactez-moi. J'accompagne et j'aide les personnes en quête d'aisance à l'expression orale pour plus de confiance et d'impact dans leur prise de parole. Grâce à ma méthode autour du corps poétique adapté aux objectifs de chacun, insufflons ensemble de la créativité, de l'énergie, de la confiance, de l'écoute, du plaisir, de la poésie. Je m'appelle Laurent Soffiati, je suis coach professionnel, artiste et coureur de fond. Je peux vous aider pour un engagement réel, sincère et authentique à votre service. Pour lire à voix haute, dire à voix haute, vivre à voix haute. Le prochain épisode sera en ligne dans 15 jours pour continuer à marcher ensemble sur le chemin de mes respirations poétiques. Je lirai Pasolini, Louise Michel, Jo Bousquet, Victor Hugo, entre autres. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt et surtout, n'oubliez pas, inspire, expire et recommence.